Bon, alors, comme on avait dit la dernière fois, donc la première brique du web, c'est le HTML. Et le HTML, donc, qu'est-ce qu'on va voir dans le HTML, qui est l'acronyme de Hypertext Markup Language. Et donc, hypertext, c'est donc le nom hypertext, c'est hyper, ça signifie, c'est un préfixe qu'on utilise pour dire supérieur, et donc supérieur au texte. Et puis la notion de markup, c'est la notion de balise. Et donc, c'est un langage déclaratif qui va nous permettre de construire des structures. Et nous allons voir tout à l'heure quel type de structure on va construire avec ce langage. Alors, qu'est-ce qu'on va voir très rapidement? Donc, on va voir grosso modo c'est quoi HTML, c'est quoi, et bien sûr, il va être composé de balises. Et donc, on va voir comment on écrit des balises, la structure d'un document qui est importante parce que donc dans tous les cas, donc cette structure, elle va concerner le contenu que vous allez mettre et ça va vous induire des choses par rapport à la présentation, la mise en forme avec CSS et aussi à l'interactivité que vous allez assurer plus tard avec JavaScript. Et puis, bien sûr, donc, l'une des choses fondamentales, il faudrait qu'on puisse créer rapidement des pages. Et donc, pour créer des pages, il faut pouvoir, quand on fait du prototyping, donc, pouvoir faire un peu de mise en forme et on verra que c'est la mise en forme, toujours, il faut la laisser à CSS, mais n'empêche que certaines mises en forme pour montrer des choses très rapidement sans avoir à faire appel à CSS sont aussi faisables. Insérer des images, l'image, donc il y a le texte bien sûr, donc on verra les balises, les paragraphes, etc., les structures conventionnelles pour insérer du texte, les titres, les listes, etc. Et puis, donc, il y a deux éléments fondamentaux, les images et les liens hypertextes. Et c'est grâce à ces liens hypertextes qu'on va créer, qui est créé le web. Et d'où le nom hypertexte. Donc, le hypertexte, il vient surtout de ça. Et puis, on a au dernier lieu, donc, on va voir un peu les structures qui vont nous permettre d'organiser notre contenu, à savoir les listes et les tableaux. Et puis la dernière part, donc ça c'est la première grande partie, on va dire. Et puis la deuxième grande partie, c'est les formulaires. Donc j'ai pas explicité ici, mais les formulaires, ça concerne l'interactivité en général. Et donc l'interactivité avec le browser directement, mais ça peut être aussi l'interactivité avec le serveur pour envoyer des données vers le serveur. Alors le HTML, il est interprété par le browser. Alors, si pour travailler, donc pour écrire des pages web, donc vous n'avez besoin que d'un browser. Et bien sûr, pour écrire les pages, il faut utiliser un éditeur. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur, donc ici, le bloc-notes, etc. Mais comme je vous ai expliqué la dernière fois, vous n'allez pas vous en sortir avec le bloc-notes parce qu'il nous faut des outils qui vont nous aider, nous assister dans l'écriture du code. Et donc, on va utiliser, pour notre compte, on va utiliser euh, Visual Studio Code. Et je vous donnerai les licences après pour WebStorm, PHP Storm, etc. Donc, d'autres éditeurs qui sont connus au niveau de l'industrie. Et je vous donnerai donc les licences, vous allez pouvoir les expérimenter aussi. Ces éditeurs, ils vont être très intéressants quand vous allez travailler avec des frameworks, etc. Ils sont beaucoup plus, donc on va dire, grosso modo, optimisés pour ce genre de travail. Alors, les browsers. Les browsers, donc ici, ça, c'est des statistiques de 2011. Je les garde quand même exprès. Ça n'a aucune importance, les valeurs que vous avez ici. On voit, donc ça nous permet de voir que en 2011, Chrome était à 20,6%. Alors, si on cherche les statistiques pour aujourd'hui, donc on va trouver que Chrome est l'un des browsers les plus dominants et que Firefox, il a cédé Firefox, Safari, Opera et Internet Explorer, ils ont beaucoup cédé de part à Google Chrome. Alors, bien sûr, donc c'est important de savoir que ces browsers ici, ils vont implémenter à l'intérieur, ils vont utiliser ce qu'on appelle un moteur de rendu. Et donc, ce moteur de rendu, donc si vous ouvrez le capot d'un browser, vous allez trouver un moteur et il se peut que des browsers différents partagent le même moteur de rendu. Alors, Google Chrome, il est basé sur un browser open source qui s'appelle Chromium.
Et maintenant, avec Microsoft, ils ont créé leur browser, leur nouveau browser. Ah, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, je ne me rappelle plus. Donc, je vais voir le nom, s'il va nous l'afficher ici. Vous connaissez? Donc, ici, le nom n'apparaît nulle part. C'est le nouveau browser. Donc, alors, il y a Edge, mais ouais, donc ils l'ont appelé Edge aussi. Mais donc, c'est un browser qui se base lui aussi sur Chromium. Donc, Microsoft, ils ont raté le train du web depuis le début parce qu'ils étaient têtus. Ils ne voulaient pas suivre les standards et ils voulaient, donc ils ont toujours été fermés. Et donc, on a vu depuis les années 2014, 2013, 2014, Microsoft s'est aligné à deux choses fondamentales, à l'open source et surtout à l'ouverture. Et donc, l'ouverture, enfin, l'ouverture, c'est l'open source, et aussi à l'application stricte des standards. Et donc, on verra tout à l'heure un peu sur les standards. Et donc, au niveau de HTML, il y a des standards, c'est pas à Microsoft d'imposer les standards. Et ça, c'était la tendance depuis le début. Microsoft, toujours, il voulait monopoliser le web. Et en faisant ainsi, ils ont raté beaucoup de choses. Alors, il faut bien voir que vous avez des moteurs à l'intérieur du browser qu'on appelle les moteurs de rendu. Ils ont des noms Gecko, WebKit, Trident, Presto, etc. Et donc, de ce fait, quand vous utilisez un browser, la question qu'il faut se poser, est-ce que ce moteur de rendu qu'il y a dedans, est-ce qu'il comment dire, est-ce qu'il a implémenté complètement le standard? Eh bien, quand on parle de standard, c'est juste des spécifications, c'est du texte, hein. C'est des spécifications. Voilà comment on veut que les choses soient. Et c'est au browser, c'est au moteur de rendu d'implémenter ces spécifications. D'où, vous, quand vous allez créer des pages web, vous allez toujours, vous allez voir, vous allez être surpris de voir une page qui fonctionne bien dans un browser et puis que dans un autre browser, il peut y avoir des décalages ou des choses qui ne sont pas, euh, qui n'étaient pas prévisibles. Et donc ça, il faut bien prendre ça en considération quand on travaille, quand on fait du HTML, il faut bien choisir ses balises et surtout s'assurer que c'est compatible partout. Alors pour voir un peu la compatibilité, et ça c'est au niveau de tous les browsers, de toutes les technologies du web, que ce soit HTML, que ce soit CSS qu'on verra plus tard, que ce soit JavaScript. Et donc la question qu'on se pose, est-ce que je peux utiliser? Et donc le site caniuse.com, il va énumérer toutes les... alors, est-ce que can, can I, can I use, can I use.com. Donc ce site, il va donc traiter de tous les standards HTML, CSS, JavaScript et d'autres SVG, etc., d'autres standards du web. Et donc on peut par exemple lui demander est-ce que je peux utiliser Picture? Il va me dire ici Picture Element. Et donc ici il s'agit d'un élément HTML. Et puis il va me dire que voici tous les browsers. Et on voit très bien que Internet Explorer, et vous allez voir ça partout, Internet Explorer a toujours été le mauvais élève des standards du web. Mais par contre, vous trouverez toujours Chrome qui implémente les standards, parmi les premiers qui implémentent les standards. Et puis, bien sûr, donc, quand on vient ici, là, ça concerne les browsers qui sont utilisés au niveau des machines desktop et puis portable, laptop, etc., mais aussi les tablettes et les mobiles. Alors, bien sûr, donc, il y a Opera Mini qui n'arrive pas à suivre, mais pour la plupart, donc ici, vous allez voir que la plupart du temps, ça va être tout vert, sauf des fois pour Internet Explorer et des fois pour Opera Mini. Alors, le HTML qu'on va étudier, donc c'est la version HTML5 qui est apparue, je pense que c'était le standard en lui-même, il était apparu en 2009, 2008, 2009, et très rapidement, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Il ne faut pas vous croire que c'est un truc qui est facile à faire.
depuis 2014, 2015, ça commençait à apparaître, les différents standards commençaient à apparaître vraiment et le web a évolué énormément. Avec un browser, on peut pratiquement faire tout type d'applications, y compris même les applications 3D, etc. Donc, je reviens à mes slides. Alors, donc ici, donc c'est juste pour attirer votre attention qu'il faut toujours essayer sur différents browsers pour s'en assurer. Alors, ici, c'est juste des statistiques sur les moteurs de rendu. Voilà, donc le moteur de rendu de Google s'appelait WebKit. Après, ils l'ont changé, ils l'ont appelé Blink. Et vous voyez que celui de Google Chrome, donc occupe la grande partie du web. Donc ici, c'est uniquement les moteurs de rendu indépendamment des, des browsers. Et donc les moteurs de rendu, la plupart du temps aussi, ils sont open source. Un moteur de rendu, vous pouvez l'utiliser dans une autre application autre que le browser. Et si vous avez interprété du HTML, CSS, eh bien, donc vous allez penser à ne pas réinventer la roue. Il y a des moteurs de rendu, on peut les intégrer dans nos applications. Alors, le HTML, il se base sur la notion fondamentale de balise. Alors, je suis sûr que parmi vous, la plupart connaissent déjà c'est quoi une balise. Eh bien, une balise, ça commence toujours par un signe inférieur. Donc, HTML, ça commence par un signe inférieur. Et puis, vous allez voir le nom de la balise. Le nom de la balise, il est standard. Standard. Donc, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quoi. Et bien sûr, la plupart du temps, ce nom, il est autodescriptif, il désigne quelque chose. Si vous voyez P, il s'agit d'un paragraphe. Si vous voyez article, il s'agit d'un article. Si vous voyez section, il s'agit d'une section. Si vous voyez IMG, on comprend très rapidement qu'il s'agit d'une image, etc. Alors, la balise, elle peut donc être sous cette forme et puis fermeture de la balise, slash non. Ça veut dire là, c'est comme un sac. Ça, c'est l'ouverture, ça, c'est la fermeture. Et on fait ça pour pouvoir mettre des choses dedans. Alors, ce qu'on met dedans, ça peut être d'autres balises, et ces autres balises peuvent contenir d'autres balises, etc. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est des balises qui vont être sous cette forme. Donc ici, on va voir non. Et puis, on fait ça. Donc, on n'a pas besoin de la fermeture. La fermeture, il est exprimé par le slash avant le signe supérieur. Et puis, bon, alors ça, c'est HTML, c'est le standard. Donc, quand on écrit des balises, il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'après, quand on écrit du HTML, vous allez pour le moment l'écrire manuellement, mais peut-être à un moment donné, vous allez vouloir traiter du HTML avec votre programme pour aller chercher des choses, etc. Et donc, la structure, les symboles que vous utilisez ici, ils vont vous aider à interpréter, donc à chercher les éléments convenablement. Alors, donc, parmi les balises qu'on va trouver comme ça, la plupart du temps, c'est des balises qui ne contiennent rien. C'est des balises vides, empty. Alors, quand vous avez une balise comme ça vide, par exemple, image, balise image. Image, c'est pour dire une image. Et donc, bien sûr, il faudrait donner des informations sur l'image, où on va trouver cette image. Par exemple, la balise BR. BR, c'est break line. Et break line, ça veut dire retourner à la ligne. La balise HR, c'est pour horizontal rule, une ligne horizontale. On n'a pas besoin de mettre quand vous dites break line, c'est une action que vous demandez. Revenez à la ligne. Et donc là, c'est pas un conteneur, c'est pas un sac dans lequel vous voulez mettre des choses. Et par contre, donc en HTML, ça, vous pouvez l'écrire comme ça, tout simplement BR. Et donc, il n'y a pas de slash BR. Il n'y a pas de slash BR. Ça n'existe pas. Et puis, la même chose pour HR. Et donc, deux types de balises. Soit vous avez des balises comme ça, slash, bien sûr, ici, un nom. Le nom que vous utilisez, vous allez le retrouver là. Soit vous avez une balise X et vous faites ça, ça veut dire que ici, la balise est vide, il n'y a rien dedans.
Et si cette balise est réellement une balise reconnue en tant que vide, on peut l'écrire comme ça et on ne va pas mettre slash A parce que le moteur de rendu, il va reconnaître la balise. S'il s'agit d'une HR, s'il s'agit d'une PR, s'il s'agit d'une image, il va comprendre que c'est une balise qui n'a pas de balise fermante. Hein. Mais alors, ici, pourquoi moi je vous dis ça, slash? Parce que plus tard, vous allez voir le XML. Là, on est en train de voir HTML. Et le XML, il est strict, c'est un langage qui est strict. Et on va avoir une extension qui s'appelle XHTML. XHTML, c'est du HTML qui est compatible avec XML. Et donc ici, par exemple, si vous mettez dans XHTML une balise HR, vous êtes obligé de mettre ici slash pour désigner que cette balise est fermée, est vide plutôt. Et donc, il faut toujours fermer. Quand on ouvre quelque chose, il faut toujours le fermer. Alors, ce sont des habitudes qu'on va acquérir au fur et à mesure qu'on va travailler. Moi, personnellement, par habitude, quand je fais HR, bon, pas toujours, mais donc je fais le slash ici à la fin. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Alors, donc voilà pour les balises. Alors après, pour les balises, donc ça désigne une balise, ça marque une action pour le navigateur. Ça dit au navigateur de faire quelque chose. Maintenant, la question, comment il va faire ce quelque chose? Par exemple, vous lui dites charger une image. Donc la question, quelle est l'image qu'il faudrait charger? Eh bien, pour ça, on va ajouter la notion d'attribut. Et ça, c'est fondamental. Donc, si vous prenez par exemple une balise IMG, eh bien, pour dire au browser quelle image il va charger, ben, on va mettre ici SRC. SRC égale. Ici, on va donner le chemin, par exemple ici file.png. Donc là, je charge une image. Voilà. Donc ça, c'est une information. C'est une métadonnée que je donne ici pour la balise image. Et donc, alors, on peut avoir plein d'attributs. Et donc, alors, puisqu'on y est, donc les attributs pour toutes les balises de HTML, donc il va y avoir des attributs comme par exemple ID, comme style, comme length, comme quoi d'autre, comme classe, etc. Ça, c'est des attributs qui sont, on appelle ça des attributs universels. Vous pouvez les retrouver pour n'importe quelle balise, n'importe quelle balise. Title. Et donc, ça va venir au fur et à mesure. Alors, très rapidement, ID, ça permet d'identifier de manière unique, puisque un document HTML, on va voir après, que c'est un ensemble de balises hein, qu'on va soit imbriquer les unes à l'intérieur des autres, soit juxtaposer les unes à côté des autres. Eh bien, pour identifier une balise quelconque, on va lui donner, par exemple, un ID. Alors, pour les styles, ça, c'est un attribut qui va nous permettre d'appliquer des styles CSS. Classe aussi, ça va nous permettre d'appliquer des styles CSS, mais ça peut nous être utile aussi au niveau de JavaScript, parce que classe, ça permet la classification. Classification. Et donc, vous pouvez avoir, je sais pas moi, classifier des paragraphes, dire ce que ces paragraphes sont des paragraphes importants par rapport à d'autres ou qui expriment quelque chose de spécifique. Donc, c'est ce qu'on appelle la classification. Un titre, c'est une métadonnée. Titre, title, c'est une métadonnée pour donner un titre. Par exemple, pour une image, on peut donner un title. Et donc, cette information, elle est importante parce que image, files, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ça. Pour nous, les humains, il faut qu'on voit l'image, il faut qu'on affiche l'image. Mais quand vous êtes en train de regarder ça dans un document de texte comme ça, mais c'est quoi ce file.png? Eh bien, on peut ajouter title ici, on va ajouter des informations supplémentaires pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'image. Donc, les attributs, ils vont avoir toujours ce genre de... Il va y avoir des attributs qui sont spécifiques à la balise. Il va y avoir des attributs qui sont universels que vous pouvez trouver dans n'importe quelle balise. Et grosso modo, donc, ce sont les deux types d'attributs. Et puis, une chose fondamentale, c'est que aussi pour les attributs, vous pouvez trouver des attributs, par exemple, de style. Je sais pas moi, par exemple, pour un paragraphe, vous pouvez trouver des attributs comme aligné. Et aligne, ça, alors, ça indique
Aligne, ça permet de dire que mon paragraphe, je veux qu'il soit affiché avec un alignement à gauche, left. Et donc, alors, quand vous faites ça, ça, c'est un attribut de style. Et donc, c'est des choses que normalement, on va éviter de faire. Mais même si vous ne faites pas ça, vous créez un paragraphe, eh bien, votre paragraphe, il va être aligné par défaut. Et donc, ici, les attributs, même si vous ne leur donnez pas de valeur, pour certains, bien sûr, eh bien, il se peut qu'ils aient des valeurs par défaut. Donc, grosso modo, HTML, c'est ça. Donc, il est composé de balises. Les balises, ils vont pouvoir être soit vides, soit non vides. Ça veut dire qu'ils peuvent contenir d'autres balises, du texte, etc. Et une balise peut avoir des attributs. Les attributs, ça va permettre de donner des métadonnées, des informations complémentaires pour définir, pour aider le browser pas seulement le browser, hein, donc le browser à faire une action, par exemple ici pour une image source, ça permet de dire au browser quel est le fichier qu'il faudrait qu'il affiche. Mais si vous mettez title, ça ne concerne pas le browser lui-même, ça peut concerner les moteurs de recherche, ça peut concerner l'utilisateur final, etc. Alors, très important de voir qu'un document HTML, il doit avoir une structure, et cette structure, on va voir très rapidement qu'elle est hiérarchique. Et quand on regarde ici, là dans mon browser, là j'ai le HTML, et quand on va l'interpréter, donc voilà ce que ça va donner. Donc la structure d'un document HTML, c'est un arbre. Donc à la racine, vous avez HTML, au-dessous, vous avez head et body, deux frères. Et à l'intérieur de head, vous allez avoir d'autres enfants. À l'intérieur de body, vous allez avoir le contenu qui va s'afficher dans le browser. Alors, bien sûr, donc ici, si vous prenez, alors ça n'apparaît pas ici correctement, mais mon slide, mais c'est pas grave. Alors, je vais vérifier, est-ce que c'est pareil partout? Alors, je fais la représentation sur Jamboard. Alors, la représentation du document qu'on avait tout à l'heure, on a HTML, qui a deux enfants. Le premier enfant, c'est head, et le deuxième enfant, c'est body. Ici, donc, nous allons avoir, par exemple, title. Ça, c'est le titre que très souvent on va voir ici. Pour chaque page, vous voyez un titre, boîte, travaux, HTML. C'est la valeur que vous écrivez ici dans title. Mais aussi, on va avoir plein d'autres enfants pour head. Ça, c'est head. Et les enfants en général, donc on va voir des méta, des balises méta. Et méta, ça vient de métadonnées. Et donc ici, c'est des informations qu'on va donner au browser pour l'aider à interpréter la page correctement. Par exemple, je peux lui dire quel est le jeu de caractères qu'il va utiliser pour afficher la page. Et la page ici, alors ici, vous pouvez avoir par exemple des balises section, une autre section, etc. Donc je peux avoir ici une balise nav pour un menu, une balise main, etc. Et donc, c'est une structure, vous voyez ici qu'elle est hiérarchique. Et cette vision qu'on est en train de représenter ici, elle est très importante à la fois pour CSS, parce que quand je vais vouloir appliquer une mise en forme donnée, il faut que j'ai connaissance de cette structure. Et on va voir que ici et là, c'est du HTML. L'influence, elle est mutuelle. C'est-à-dire que quand je suis en train de créer la structure, bien sûr, il est détaché complètement de CSS, mais je suis obligé de penser sur comment je vais afficher les choses. Et ce comment je vais afficher les choses va m'induire certaines recommandations, si vous voulez, pour faire un choix correct adapté à CSS. La même chose quand on va vouloir faire de l'interactivité avec du JavaScript. Par exemple, prenez cette branche, je peux la couper ici et la déplacer et la mettre ici et la remettre ici. Et donc ça, visuellement ici, ça c'est les enfants de Badi, ça c'est le premier enfant, ça c'est le deuxième enfant, ça c'est le troisième enfant.
Si vous coupez ça ici, vous le ramenez là, eh bien ça va devenir le plus... Attendez là, les enfants, c'est les enfants. Ça, c'est l'aîné, ça, c'est le Benjamin, ça, c'est le petit enfant, au niveau de l'âge, si vous voulez. Mais au niveau de la structure, vous avez body, la balise body, et donc ici, vous avez la première section. Donc ici, je vais mettre juste un, et puis deuxième section, c'est-à-dire celle-ci, et puis troisième section. Juste pour vous montrer. Donc quand je coupe ici, je déplace, c'est que je prends ça et je le mets ici. Et donc ça, il faut que vous ayez cette visibilité. Vous n'allez pas écrire ça. Ce que vous allez écrire, c'est ça, mais il faut dans votre esprit, il faut toujours avoir cette structure arborescente. Et donc, ça va vous aider à la fois pour, au niveau de votre mise en forme avec CSS, mais aussi au niveau plus tard de l'interactivité avec du JavaScript. Voilà. Et donc, alors, bien sûr, donc, pour voir l'interactivité ou avec donc la mise en forme avec CSS, vous pouvez prendre ici cet exemple, head, HTML slash HTML, head slash head, body slash body. Et donc, j'ai ici une balise H1, une balise P comme paragraphe et H1 ici comme titre. Et après, donc ici, on apprend, et puis une autre balise B en enseignant, slash B. Et donc, vous voyez ici que cette structure, elle est vraiment hiérarchique, et donc ça se reflète aussi sur l'apparence. Et donc, c'est comme un plateau qui contient deux éléments ici, H1 et P, ce sont les deux enfants. Et l'enfant P, il a du texte. Donc, vous voyez le texte ici, on apprend. J'ai mis donc alors le texte ici en elliptique parce que c'est aussi un nœud dans le sens, tout à l'heure, quand j'ai fait la représentation ici, par exemple, ici, main, s'il y a du texte dans main, ça va apparaître aussi comme un enfant. Et donc, cet enfant, on peut le couper. Et donc, du texte, quand vous avez du texte, beaucoup de texte, vous pouvez donc avoir plusieurs enfants comme ça. Et c'est des enfants texte, mais ces enfants ici sont spécifiques par rapport aux éléments balises. Et donc, on verra ça plus tard quand on va traiter ça avec du JavaScript. Donc voilà, donc ici la structure, donc vous voyez ici qu'il s'adapte plutôt, vous avez une représentation, et cette représentation, c'est la représentation pour la mise en forme, et donc elle va induire une structure arborescente. Et donc quand je suis en train d'écrire ça, je dois absolument penser à CSS, et aussi donc penser à JavaScript comme on a vu tout à l'heure. Alors, les deux enfants de HTML, vous avez head et body. Alors, le head, ça contient, donc on va dire grosso modo, toujours vous allez trouver title, c'est le titre, comme je vous ai dit tout à l'heure, le titre que vous allez retrouver en haut ici. Et puis, vous allez souvent avoir des métadonnées. Les métadonnées, donc les métadonnées, c'est des balises méta. Alors ici, très souvent, vous allez avoir ici, avec HTML5, quelque chose comme, par exemple, alors si ça veut bien venir, donc ici, vous pouvez trouver meta, ici, char7 égale UTF8. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça, c'est une balise qui est vide, donc vous pouvez faire ça ou ne pas le faire. Et donc ici, je suis en train de dire au browser, que vous allez utiliser donc le jeu de caractères UTF-8 et avec ça, vous allez pouvoir écrire avec l'arabe, le français, vous pouvez mélanger le tout dans le même truc. Alors après, bien sûr, dans la balise head ici, on va trouver le titre, on va trouver les méta, mais aussi on va trouver on va lier plein de fichiers, surtout les fichiers de style, et vous pouvez trouver des balises, par exemple link, plein de balises link, et ces balises link, ça va nous permettre d'attacher des fichiers de style, mais aussi des fois, on peut trouver des balises script qui vont nous permettre d'attacher des fichiers ou d'écrire directement du JavaScript dans l'entête ici, ce qui est déconseillé, mais des fois, on en a besoin tout au début de notre fichier. Et donc ici, la partie méta, ça, grosso modo, donc on va retenir que ça va contenir les métadonnées en général de notre page. Et la partie body, ça va contenir
le contenu de la page, ce qu'on veut afficher à l'utilisateur final. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître maintenant au niveau de HTML? Parce qu'il ne faut pas connaître beaucoup de choses pour commencer à faire des choses. Alors, la première des choses, donc, c'est les titres. Les titres H1, H2, H3, H4, H5, donc H1 slash H1, etc. Donc, voilà, ça donne au niveau de la représentation ça. Mais important de voir que ici, H1, ça paraît plus grand, H2, ça paraît plus petit, mais ça n'a aucune importance. L'apparence ici, ce qui est important, c'est que H1, c'est H1 par rapport surtout au moteur de recherche, et ça va être considéré comme un titre. Ça va être un sous-titre, un sous-sous-titre, etc. Donc, c'est des niveaux hiérarchiques pour les titres. Donc, header. Et donc, H, c'est pour header. Donc, c'est des choses que vous allez retrouver très souvent. Alors, il faut, donc, alors ici, bien sûr, à part les titres, donc certaines balises que vous allez retrouver, donc les titres, vous allez retrouver par exemple les paragraphes. Si vous voulez écrire du blabla, un paragraphe slash P, et donc un paragraphe, quand vous l'affichez dans un browser qui a cette largeur ici, eh bien votre paragraphe, ça va être des lignes comme ça. Et donc on suppose que c'est ça mon paragraphe. Si j'ai un autre paragraphe, eh bien ça revient automatiquement à la ligne et le deuxième paragraphe va apparaître aussi. Donc alors, je suppose qu'il y a plusieurs lignes ici. Et donc il va y avoir automatiquement un certain espacement ici. Le paragraphe va occuper toute la largeur de la page. Ça, c'est de l'apparence, tout ça. Mais P, donc sémantiquement, P, c'est une balise qu'on va mettre en général, on va utiliser en général pour mettre dedans du texte. N'empêche qu'on peut ajouter d'autres types de balises à l'intérieur ici. Par exemple, on verra après qu'on peut ajouter des liens, qu'on peut ajouter des images si on veut à l'intérieur d'un paragraphe, etc. D'autres balises qu'on va mélanger bien sûr avec du texte. Et donc, si je représente mon paragraphe P, je peux avoir alors si je mets une forme spéciale pour le texte, ça c'est T1 partie T1. Je peux avoir une balise A qui va contenir son contenu. Et puis, je peux avoir encore du texte. Je peux avoir encore du texte ou encore une autre balise, etc. Et donc, on peut avoir à l'intérieur d'un paragraphe toute une hiérarchie d'éléments et que ces éléments aussi, des fois, peuvent avoir des enfants. Mais la spécificité d'un paragraphe, c'est de mettre du texte. Alors, d'autres conteneurs, donc ici, vous pouvez avoir article. Alors, article, c'est une balise qui va nous permettre de créer complètement un article. Et donc, à l'intérieur, on peut mettre toutes les informations. Alors, si vous prenez un article au niveau de sa représentation, vous pouvez avoir une image, un titre, vous pouvez avoir du texte, et puis un autre sous-titre, et puis encore du texte, etc. Donc, tout ça, ici, donc, ça va être des HI, on va dire, H1, ça, puis s'il s'agit H1, par exemple, ici, ça, s'il s'agit d'un sous-titre, ça va être H2, ça, s'il s'agit d'un paragraphe, ça va être P, ça encore, ça va être P, ça, c'est IMG, donc on va revenir sur ça après. Mais la boîte globale ici, c'est article. Et donc, vous voyez ici, c'est juste des boîtes. On va revenir sur ça plus tard. Mais c'est juste des boîtes, tout ça. Mais sémantiquement, un article est un article. Quand un moteur de recherche va parcourir votre page, eh bien, il va comprendre que ce qu'il va y avoir dedans, ça va représenter une entité article, avec tout son contenu, ses images, ses liens et tout le reste. Après, bien sûr, donc avec HTML, on peut faire de la mise en forme si on veut. Alors, avant d'aller plus loin, donc ça, on le fait quand même un peu en parallèle. Donc ici, je vais ouvrir un dossier et donc le dossier DWM dans lequel on avait travaillé la dernière fois. Et alors, il y a juste un fichier ici, donc on va l'effacer. Et donc, alors pour HTML, donc vous pouvez donc écrire la vie est belle, hein? Voilà, la vie est belle, CTRL S, donc notre fichier, on va aller le voir dans Explorer ici, hein? Voilà, donc je peux double-cliquer dessus et donc l'exécuter. Donc HTML, c'est ça.
vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin d'un browser et d'un éditeur de texte. Mais ici, donc, je ne suis pas dans le mode réel. Là, je suis en train de parler avec le système de fichiers de mon système d'exploitation. Ici, j'utilise le protocole file. Et donc, je ne suis pas dans un contexte réel de communication avec ma machine. Donc, au niveau de HTML, c'est spécial parce que le browser, il va interpréter ça. Et donc, ici, si je reviens vers ma page et j'appuie sur le bouton F12 pour afficher l'inspecteur de code, ici, DevTools, ça, on appelle ça DevTools. Et donc, alors, pour l'afficher, donc, vous pouvez, bouton droit de la souris, inspecter. Donc, ça vous affiche ça. Et donc, vous voyez que moi, je n'ai pas créé tout ça, HTML, HTML, head, body, etc. Je n'ai pas créé. Mais le browser, lui, il a besoin d'une structure, comme je vous ai dit, arborescente. Et donc, si vous mettez juste du texte, si vous donnez à votre fichier une extension HTML, il va considérer que ce contenu, c'est du HTML et il va compléter donc la page pour que ce soit une structure valide. Donc, si je prends mon contenu ici, et je fais du code, enfin copier-coller. Vous voyez, je mets des retours à la ligne. Je peux mettre ici des espaces. Et si j'actualise ici, vous voyez que tous les retours à la ligne et tous les espaces ne sont pas pris en considération. Alors ça, c'est la première des choses que vous allez rencontrer dans HTML. HTML, quand vous mettez du texte qui est interprété, eh bien, tous les espaces, ils sont contractés en un seul espace. Tous les retours à la ligne et les espaces qu'il va y avoir dedans, donc si vous mettez ici des espaces, eh bien, tout ça, ça va être contracté en un seul espace. Si je reviens ici, j'actualise, on va voir juste le texte sans espace. Bien sûr, avec tout ça, les espaces seront contractés. Bien sûr, si vous voulez revenir à la ligne, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va utiliser BR, par exemple. BR pour revenir à la ligne. Là, ça revient à la ligne. Si vous voulez revenir plusieurs fois, ben, vous faites BR plusieurs fois. Et donc là, ça revient. Ou alors, donc, vous pouvez utiliser, par exemple, HR pour horizontal rule. Et donc, si je reviens ici, j'actualise, vous voyez, ça, c'est horizontal rule. Donc, un trait horizontal. Alors, on peut très rapidement faire des choses, des pages qui peuvent paraître correctes, sans CSS, etc. Et donc, on peut rapidement créer des pages qui peuvent, enfin, comme j'ai dit, donc, qui peuvent être très intéressantes. Alors ici, par contre, si vous voulez utiliser les titres, donc ça, c'est grand titre. Et puis, donc, H2, et puis H3. Et puis, donc, alors, pour faire copier, donc, j'appuie sur Alt-Shift et les flèches de direction vers le bas. Et donc, ça me fait une copie. Donc là, donc là, c'est H6, allez. Et là, j'actualise, donc grand titre, petit titre, etc. Donc, vous l'avez peut-être remarqué. Là, j'ai mis H2 slash H1, H3 slash H1. Là, j'ai fait des erreurs exprès. Mais quand on va venir ici et on va voir le code qui est saisi, alors, si je veux bien venir, voilà. Donc ici, vous voyez que H2 slash H2, H3 slash H3, H6 slash H6. Il faut voir que le browser, il corrige si vous faites des erreurs ou des choses qui ne sont pas correctes. Le browser, il va essayer de corriger. Donc on va dire, il ne va pas toujours arriver à corriger n'importe quoi, mais on va dire que le browser, il fait de son mieux pour interpréter correctement la page. Et il ne va jamais vous dire qu'il y a attention, il y a eu une erreur, vous n'avez pas mis H3, etc. Ça, vous ne le trouverez jamais dans les browsers. Et ça a été le cas à un certain temps de Internet Explorer. À chaque fois que vous faites des choses, il vous dit, ah, il y a eu une erreur. Mais moi, je m'en fous de ton erreur. Moi, je veux voir la page. Laissez-moi voir la page. L'erreur, c'est pas moi qui l'ai faite. Moi, je suis visiteur. Celui qui a fait l'erreur, c'est celui qui a créé la page. Ce que vous voyez là. Et donc, les gens, les visiteurs finaux, quand vous leur affichez des erreurs comme ça, ils ne vont pas dire que celui qui a créé le site, c'est lui qui n'a pas bien fait les choses, mais ils vont dire que le browser est mauvais. Et donc, c'était le cas d'Internet Explorer. Donc, à force des choses, donc, les gens, ils vont dire que le browser d'Internet, enfin, de Microsoft est mauvais. Et c'était le cas.
Alors maintenant, la mise en forme. Donc, si je veux mettre en forme avec juste du HTML, donc on peut utiliser des balises comme ici B. Alors B. Et B ici, ça permet de mettre en gras, slash B. Bien sûr, alors ici, slash B, donc ici, c'est des choses à éviter, hein. Donc je vous le montre ici, mais c'est des choses à éviter. Donc ici, vous voyez, là, ça devient en gras, hein. Donc B slash B. Et donc pour italique, pour exposant, pour indice, pour la police, ça c'est déconseillé complètement. Je veux modifier la police de mon texte ici, de tout le texte que j'ai là. Alors donc je peux faire ici tout ça dans un paragraphe, même pas. Donc ici je peux mettre ici font slash font. Vous voyez que déjà il est rouge, ça veut dire que ça c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Et donc, je pense, si ma mémoire est bonne, face, donc ici, je vais lui dire Arial. Et là, il va changer la forme de la police. Vous voyez que la police a changé. Donc, si on veut lui dire de changer la taille, donc on peut lui dire ici size. Et on va lui dire, par exemple, 20 pixels. Et si j'actualise, il va agrandir la police. Mais c'est des choses qu'il faut jamais faire. Parce que là, vous êtes en train de condamner votre code. Si je veux modifier la police ici, etc., donc il faut toujours que je revienne ici. Et donc, d'ailleurs, vous voyez que les balises qui ont été dépréciées et les attributs qui sont dépréciés vont vous apparaître au niveau des éditeurs comme Visual Studio Code. Ils vont aller les faire en rouge. Alors, je sais pas, aligne, est-ce qu'il est, vous voyez ici aussi, aligne. Donc ici, je lui dis aligne right. Ça va marcher, pas de problème. Mais c'est déprécié. Donc, il faut pas le faire. Donc, vous voyez ici, ça aligne à droite. Mais, donc, alors ici, quand vous voyez du rouge, donc, il faut dire non, 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 il faut pas utiliser ces balises. Alors, donc, en général, donc, les balises de mise en forme, il faut les éviter. Après, vous avez ce qu'on appelle les entités, et ça, c'est à connaître. Les entités, c'est ce qui nous permet de créer des caractères spéciaux. Par exemple, imaginez que je vais écrire dans ma page, tout simplement, j'écris ici paragraphe, et à l'intérieur de mon paragraphe, je veux écrire A est inférieur à B. Alors, alors quel est le problème ici? Donc ici, je vais écrire A est inférieur à B. Alors, je ne sais pas comment il va interpréter ça. Vous voyez, il m'a écrit que A et le reste, il n'a pas écrit. Vous voyez, parce que inférieur ici, il a considéré ça comme une balise. Et donc, il faut mettre ici ce qu'on appelle une entité. Ça veut dire que le caractère, il faut le remplacer par un remplaçant. Ici, inférieur, c'est less than, point virgule. Et donc, à partir de maintenant, less than, donc point virgule. Alors, je vais vous expliquer grosso modo cette notion. Vous voyez ici, là, euh, A est inférieur à B, donc là, il n'y a plus de problème. Et donc, les entités, en général, c'est des... Donc, ça peut être n'importe quoi, donc une entité, mais il y en a plusieurs qui sont définis en standard au niveau de HTML. Et donc, ils commencent toujours par et vous allez avoir quelque chose, et point virgule. Et donc, quand le browser trouve et puis point virgule, il va chercher point virgule, il va prendre tout le contenu qu'il a ici, et il va aller dans une table d'entités, il va chercher ce truc et il va écrire ce qui correspond à ce truc. D'accord? Alors, par exemple, vous voulez mettre le E accent, eh bien, il y a une entité pour ça, etc. Mais bien sûr, donc alors ici, vous avez pour les caractères spéciaux. Et puis aussi, il y a des caractères qui ne sont pas imprimables, que vous n'allez pas trouver, par exemple, dans votre clavier directement. Et donc, à ce moment-là, vous allez utiliser les entités, par exemple ici, fraction, un cat, etc. Donc voilà, donc quand vous trouvez et blablabla point virgule, donc le blablabla, c'est une entité, donc il faut voir que ça remplace quelque chose. Ça peut être un caractère comme
Dans le cas général, vous verrez de XML, ça peut remplacer beaucoup d'autres choses. Alors après, on a les listes. Alors les listes sont très utilisées au niveau des pages web. Les listes, donc on a deux types de listes. On a les UL, Unordered List, qui peuvent contenir des éléments, LI, List Item. Et donc ici, je mets AA, deuxième élément BB, troisième élément CC. Et donc ici, cette liste, si je l'affiche ici, eh bien, ça va m'afficher AA, BB avec une puce ici. Alors, si on veut modifier cette puce, donc ici, je peux lui dire ici type égale. Et là, je lui dis, je veux que ce soit des A. C'est pas des A, donc ici, c'est pour. Donc, ça, c'est les listes non ordonnées. Pour les listes ordonnées, surtout pour les listes ordonnées, qu'on va changer le type. Donc ici, OL au lieu de UL. Et donc, si j'actualise ici, vous voyez ici, ça me met A, B, C. Si je lui dis ici type égale grand I, et j'actualise ici, vous voyez 1, 2 avec les chiffres romains. Et la valeur par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Ah, je ne sais pas si je lui dis 9. Comment, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, mais c'est un chiffre. Vous voyez. Enfin, c'est la valeur par défaut. Donc, si je lui dis blabla, quand il ne comprend pas la valeur que vous lui donnez ici, il va utiliser la valeur par défaut. Et la valeur par défaut, c'est les chiffres. Et donc, ça, c'est quelque chose de récurrent au niveau des attributs. Quand vous donnez un attribut qu'il ne reconnaît pas, il va utiliser l'attribut par défaut. Et donc, ici, l'attribut par défaut, c'est 1, 2, 3. Alors, cette structure, elle est très importante parce que ça vous permet de créer des choses hiérarchiques avec ça. Donc, je fais CTRL-C pour que vous voyez, donc ici, et à l'intérieur d'un list item, je peux ajouter un autre. Et donc, encore ici, donc, je pouvais mettre l'espace, il n'y a pas de problème. Et donc, on peut imbriquer des listes à l'intérieur d'autres listes. Et donc, on peut créer des listes à plusieurs niveaux. Et bien sûr, ces listes à plusieurs niveaux, donc si vous utilisez des UL, ici UL, ici UL, et je ne corrige pas ici, je suppose que le browser va corriger à ma place. Donc, vous voyez qu'automatiquement, il va reconnaître le niveau et pour chaque niveau, il va mettre une puce. Mais bien sûr, tout ça, c'est accessible avec CSS et on va pouvoir le redéfinir si on veut avec CSS. Mais attention, donc les listes, ça nous permet de créer des structures hiérarchiques comme c'est le cas ici. Mais ça peut être, ils sont très utilisés. Nous allons voir après, quand on va faire du CSS, etc., qu'il y a beaucoup de structures qu'on va utiliser juste pour cet aspect hiérarchique. On ne va pas voir l'aspect liste derrière, c'est-à-dire la puce ou le chiffre, etc. On ne va pas voir ça, mais c'est juste pour avoir cet aspect hiérarchique. Par exemple, les menus déroulants, quand vous passez la souris sur un menu, vous avez les sous-menus qui apparaissent, etc. Donc, la structure de ce menu va se faire exactement comme ça. Mais après l'apparence, ça peut être un menu horizontal, etc., etc. Donc, ça, cette structure, elle est très importante. Donc, les listes. Alors, OL pour Ordered List, à l'intérieur, c'est des LI, List Item, et UL, c'est une Ordered List. Et donc, ici, c'est les puces qui vont être utilisées. Ici, c'est les chiffres, les caractères romains ou les caractères, comment dire, alphabétiques, etc. Alors, dernière structure, avant de passer aux autres, avant de faire une toute petite pause. Et donc, ici, c'est les tableaux. Alors, les tableaux, c'est une structure qui peut, donc ici, on va essayer de faire ça dans Jamboard. Est-ce que c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va nous permettre d'encapsuler des données tabulaires. Et donc, par exemple, si vous avez une facture, vous allez avoir quelque chose comme ça. Et vous allez avoir ici des en-têtes. Et ici en bas, vous allez avoir, alors, donc ici, on peut avoir des choses comme ça. Bon, je suis en train de donc, m'amuser. Donc ici, on va voir les titres. Donc, par exemple, code, désignation, prix unitaire. Ici, quantité, sous-total. Donc ici, je mets sous-total
faut ajouter quantité sous-totale. Ça, c'est des titres, ça, des titres. Et puis ici, on va voir les valeurs. Alors, le code 1, code 2, code 3, code 29. Et la désignation, ça c'est PC, ça c'est les vraies données ici. Le prix ici, 6539, sous-total, vous multipliez par la quantité, etc. Et donc, ça, c'est les vraies données. Et après, donc ici, tout en bas, eh bien, on va calculer le prix total. Donc ici, le prix total. Ça aussi, donc, c'est un titre ici. Et ici, on va mettre la valeur. C'est une donnée ici. C'est la somme des sous-totaux. Donc, on va trouver ici 125 353 dirhams. Ça, c'est une donnée. Et donc, les données tabulaires, on va les retrouver très souvent au niveau des pages web. Alors ici, donc ici, on doit définir c'est quoi un tableau. C'est une structure aussi. Mais notre problème, c'est que en HTML, tout doit être arborescent. Tout doit être arborescent. Alors, la question, est-ce que cette structure est arborescente? Alors, quand je demande ça aux étudiants, c'est quoi un tableau? Ils vont me dire un tableau, c'est un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes. Alors, si vous dites c'est un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes, là, vous êtes en train vous n'êtes plus dans le côté hiérarchique. Et donc, un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes. C'est pas hiérarchique, ça. Alors, pour pouvoir dire l'aspect hiérarchique, donc un tableau, c'est un ensemble de lignes, oui, mais encore, il faut dire maintenant, une ligne, c'est quoi? Vous ne pouvez pas dire un tableau, c'est un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes. Un tableau, c'est un ensemble de lignes, et chaque ligne, c'est un ensemble de cellules. Et donc ici, si on devrait représenter ça maintenant, un tableau, grosso modo, ça va être une valise table, qui va contenir plusieurs lignes. Et donc, une ligne, on va l'appeler ça TR, Table Row. Et une ligne peut contenir des cellules et des cellules, donc Table Data. Table Data. TD. Et donc, la structure, c'est ça. Donc, ici, c'est des TR, c'est du DTR, etc. Et donc, bien sûr, alors, je peux avoir ici des TD, je peux avoir ici une seule TD, et ici, deux TD, ou encore une seule TD. Donc, si je dois représenter mon tableau, comment il va apparaître? Réellement, je vais avoir ici 3 cellules. Dans la deuxième ici, je vais avoir, deuxième ligne, je vais avoir une seule cellule. Troisième ligne, je vais avoir une seule cellule. Et donc, ici, il n'y a rien. Et c'est ça mon tableau. Et le tableau ici, cette structure qui est tabulaire, enfin, qui est hiérarchique ici, doit représenter un tableau. Doit représenter un tableau. Et donc, c'est le moteur de rendu qui va faire le travail pour faire ça. Attention. Donc, ici, le moteur de rendu, il va ajouter des choses pour qu'on ait ici cet alignement ici. Pour que les cellules ici, ils soient alignés euh, verticalement. Alors, bien sûr, les tableaux, ils sont beaucoup plus complexes que ça. Donc, en général, un tableau table, on va vouloir, donc, dans notre tableau, on va voir 3 ou même plusieurs parties. Et donc, on va voir ici une partie qu'on va appeler tehid. Et à l'intérieur, ici, tebadi. Et encore, on peut avoir d'autres tebadi. Et puis, tefut. Si on veut, hein, donc on verra que c'est optionnel tout ça. Et donc, à l'intérieur de Tehid, c'est là on va avoir les TR, une ou plusieurs TR. La même chose ici, une ou plusieurs TR. La même chose ici, une ou plusieurs TR. Et dans une TR table row, on peut avoir les cellules maintenant. Et les cellules, alors ça peut être une cellule de données, de data, comme on a vu tout à l'heure, comme ça peut être une cellule d'un titre. Et donc, s'il s'agit d'une cellule d'un titre, on va appeler ça TH, Table Head. Ou s'il s'agit d'une cellule qui va contenir des données, ça va être Table Data. Alors, on va créer un tableau pour voir, un tableau très simple, donc Table. Et donc, mon table, il va contenir des TR, des lignes, tout simplement, donc ici. Et donc, ma TR va contenir des TD. Et donc, ici, je vais mettre AA. Je fais une copie. Donc, ma ligne contient 3 cellules. La deuxième ligne, donc, je vais faire en sorte qu'elle contienne 2 cellules.
Et la troisième ligne, je vais faire en sorte qu'elle contienne une seule cellule. Je fais CTRL S, je reviens à ma page ici, on actualise, et donc voici mon tableau. Alors si j'utilise ici la sélection, est-ce qu'on voit les choses? Alors ici, je regarde le code, ici vous voyez Tbody, moi je ne l'ai pas ajouté Tbody. Et donc quand vous ne mettez rien au-dessous de table, les TR qui sont directement enfants, ils vont être casés directement dans Tbody. Mais vous pouvez mettre Tbody si vous voulez, c'est-à-dire je peux prendre les cellules ici et je fais Tbody et à l'intérieur de Tbody, je mets mes cellules. Et bien sûr, de la même manière, donc je peux créer un THID et à l'intérieur de ce THID, je vais mettre les cellules. Alors je ne vais rien mettre pour le moment. Et donc ça ne va rien changer au niveau de l'affichage ici. Donc, j'ai un THID qui est vide, il faut peut-être rajouter des en-têtes. Et ici, donc, j'ai 3 lignes, et mes 3 lignes, et les voici. Voilà. Et donc, quand je passe la souris, vous voyez les différents éléments. Alors maintenant, quand on fait du prototyping, on va en général, pour certains, surtout pour les tableaux, on va ajouter une bordure pour qu'on voit ce qu'on est en train de faire. Et vous voyez aussi la même chose ici, même mes bordures en rouge, ça veut dire que ça ne doit pas se faire dans un vrai document. C'est des choses qu'il faudrait faire avec du CSS. Mais donc ici, nous, on le fait juste pour qu'on voit un peu les choses. Et donc, ça va me permettre de voir les bordures. Donc, on les voit maintenant. Et donc, là, j'ai mis un pixel. Et donc, parce que là, j'ai zoomé. Donc, là, on a zoomé 250%. Hein. Et donc, on voit très bien nos cellules. Et donc, on les voici. Alors, après, maintenant, donc, pour mes données que j'ai dans mon tableau, ici, on peut aussi aérer l'espace quand on crée un tableau. Vous voyez les données, ici, tout ce qui est sélectionné en bleu, c'est vraiment collé à la bordure. Donc, si on veut mettre de l'espacement, là, c'est cell. Une cellule, c'est cell, padding. Cell padding, c'est l'espacement entre les cellules et la bordure. Là, je vais mettre 6 pixels. Et vous allez voir que je vais agrandir l'espace. C'est l'espace qui est blanc ici, là. C'est ça, cell padding. Vous pouvez l'agrandir. Et puis, l'espacement entre les différentes cellules ici, ça aussi, on peut le modifier avec du HTML. Et vous voyez ici qu'il n'a pas cell spacing. Ici, il ne m'a pas dit que c'est... Hein, donc, il n'a pas mis ça en rouge. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser. Mais ça dépend, c'est à vous de voir. Donc ici, vous voyez, cell spacing, c'est l'espacement entre les différentes cellules. Donc, grosso modo, voilà pour le tableau. Alors seulement, donc ici, avec les tableaux, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Donc ici, si ça, c'est des titres, donc ici, par exemple, celui-ci, donc je peux le remplacer avec TH. Et donc, qu'est-ce que ça va faire TH? Au niveau visuel, vous voyez ici que ça va le mettre en gras. Et puis, si je réduis ici juste pour avoir juste un A, vous allez voir que ce A va être automatiquement centré. Alors, bien sûr, donc ici, parce que tout le contenu du tableau est le même, donc je vais varier un peu pour qu'on voit des valeurs différentes au niveau de la taille et pour voir que mon tableau s'adapte de manière automatique. Donc, le browser, et il fait la grande partie du travail. Donc, je vais réduire juste un petit chouïa à l'échelle. On va mettre 150, 75, c'est bon. Donc, vous voyez que la largeur de la cellule, elle est définie par son contenu. Et donc, quand vous mettez du contenu, un grand blabla ici, donc ça va étendre le truc ici. Deuxième des choses, le contenu d'une cellule est par défaut aligné à gauche. Vous le voyez ici. Donc, ici, c'est aligné à gauche. Si vous mettez un TH, c'est aligné par défaut en centre. Donc, ici, on voit que c'est aligné à gauche. C'est une TD. Mais donc, dans une cellule, là, je peux mettre, par exemple, ici BR. Et on va mettre ici BB. Et je fais CTRL S. Et ça va vous montrer aussi que verticalement aussi, une cellule, le contenu d'une cellule est automatiquement aligné au centre. Ça, c'est des valeurs que vous allez avoir et sur lesquelles donc, vous allez pouvoir agir, par exemple, en définissant. Donc, alors ici, je ne sais pas, donc, est-ce que ça hérite? Donc, ici, c'est V-aligne. C'est Vertical Alignment. Et donc, ici, je vais lui dire top. Et donc, alignement vertical, V-aligne. Et donc, vous voyez que je l'ai dit aux parents, TR, et tous les enfants vont obéir à cette règle.
Et donc ça, c'est très important au niveau de l'aspect hiérarchique. Je peux prendre cet attribut ici, CTRL X, et je le mets uniquement pour cette cellule, et il va s'appliquer à cette cellule. Vous voyez que ici, il s'applique. Alors, pour mieux voir, donc je vais mettre ici bottom, et je reviens ici, ça va s'appliquer. Alors après, bien sûr, donc ça, V aligne, on peut se dire ici, CTRL X, et si je l'applique directement, carrément à body. CTRL V, c'est un concept très important au niveau de HTML. Donc ici, ça ne s'applique pas. Et donc, forcément, donc ici, il faut l'appliquer, CTRL X. Bien sûr, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train d'utiliser des mises en forme. Et la mise en forme ici, il s'applique, donc c'est des choses qu'il faudrait faire avec CSS, mais c'est pas important. Comme je vous ai dit, quand on fait du prototyping, souvent, on va avoir à faire des choses comme ça directement avec du HTML. Mais on voit ici un concept très important. J'applique une règle à un élément et cette règle est transférée automatiquement aux enfants. Et ça, c'est des concepts qu'on va trouver, par exemple, qu'on va voir plus tard dans CSS, qui est Cascading Style Sheets. Et donc, ça, c'est l'effet qu'on vient de voir ici, c'est ça l'effet cascading. Alors, je reviens maintenant à mon tableau. Imaginez que je veux créer un tableau tout simple, un tableau comme ça. Un tableau comme ça. Alors, donc ici, je vais avoir une ligne, deux lignes. Et dans la première ligne, j'ai une seule cellule. Et dans la deuxième ligne, j'ai deux cellules. Mais seulement dans la première ligne, j'ai une cellule, mais cette cellule, elle va être étendue sur deux colonnes. Donc ici, pour voir un peu les choses ici, je complète. Et donc, alors ici, comme on a dit tout à l'heure, c'est TR. Ça, c'est la ligne. Et donc, bien sûr, TR/TR. Et à l'intérieur de TR, je vais avoir une seule cellule, mais cette cellule, elle n'est pas normale. Il va s'étendre sur deux colonnes. Et donc ici, on va utiliser un attribut spécial qui permet d'étendre, et cet attribut s'appelle callSpan. Et donc, je lui dis sur combien de colonnes je vais t'étendre. Alors, pour expérimenter ça très rapidement, donc si je reviens à mon code ici, si on affiche déjà notre résultat, regardez ici, je vais prendre la cellule que j'ai là, celle-ci, et je vais l'étendre sur deux colonnes pour qu'elle arrive jusque-là. Et je vais prendre celle-ci aussi, je vais l'étendre jusque-là. Et donc ici, pour étendre celle-ci, je dois lui faire callSpan égale à 3. Et pour étendre celle-ci jusque-là, je vais lui faire callSpan égale à 2. Donc, je dois être dans la deuxième ligne, dans la deuxième cellule, par exemple, et là, je fais callSpan égale à 2. Et pour la troisième ligne, j'ai une seule cellule, et je vais lui dire callSpan égale à 3. Égale à 3. Et si je reviens ici, vous allez voir que mes cellules, alors pour la dernière, callSpan, et voilà. Alors bien sûr, donc ça, vous pouvez le faire là où vous voulez, hein. Donc ici, on peut faire des choses, par exemple, je vais enlever ça maintenant, encore une fois, ici, et je le fais là. Donc regardez ici l'effet. Donc ça a été comme ça, donc si j'actualise, ça va revenir. Je peux étendre celle-ci de façon à ce qu'elle arrive jusque là. Donc je le fais pour la première cellule, donc call span égale à 2. Et donc, avec ça, vous pouvez créer n'importe quelle structure. Ça peut être complexe. Encore une fois, class span, ça se voit. Donc, call span égale à 2. J'actualise. Voilà. Donc, c'est la première cellule qui s'est décalée, qui s'est étalée sur deux colonnes. Et donc, on peut s'amuser à faire des choses. Alors, ici, très rapidement, maintenant, le dernier aspect. Regardez, je vais remettre cette cellule ici sur deux colonnes. Cette cellule, je vais la mettre sur deux colonnes. Deux colonnes. Donc, voilà ce que ça donne. Et je vais prendre celle-ci et je vais lui dire de s'étaler sur deux lignes maintenant. Je veux qu'elle descende jusqu'en bas. Et donc, pour lui dire de descendre en bas, là, je suis dans la deuxième ligne, la deuxième cellule. Deuxième ligne, deuxième cellule. Et là, on va utiliser row span au lieu de code span. Row span égale à 2. Et donc, elle va descendre jusqu'en bas. Donc, au final, vous pouvez créer n'importe quel tableau, hein, aussi complexe
qu'il puisse être. Donc, si on crée rapidement un tableau qu'on peut qualifier de... Donc, allez, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà, donc je veux un tableau comme ça. Alors, comment on va faire pour ce tableau? Eh bien, nous allons compléter notre tableau. Ça, c'est la règle pour, euh, pour définir notre tableau. Je complète. Là, je complète ici. Pour qu'on puisse voir un tableau carré. Et donc, mon tableau maintenant, donc si je dois compter les lignes et les colonnes, donc je compte combien de lignes j'ai. Donc, ça, c'est la première ligne, la deuxième ligne, troisième ligne. Maintenant, dans la première ligne, combien de cellules j'ai? Dans la première ligne, j'ai une cellule, deuxième cellule, troisième cellule, quatrième cellule. Mais la première cellule, elle n'est pas normale, il est étalé sur deux lignes. Rho span égale à 2. D'accord? Maintenant, si je viens vers la deuxième ligne, combien de cellules? Est-ce que je dois compter celle-ci? Eh bien non, parce qu'il s'agit de celle qui était en haut et qui est étendue vers le bas. J'ai une deuxième cellule et j'ai une troisième cellule. Alors, deuxième cellule, elle est normale. Pardon, la première cellule, celle-ci, il ne faut pas la compter. Première cellule est normale. La deuxième, elle n'est pas normale. Elle est étendue ici, col span 2, horizontalement, et verticalement, il est étendu. Donc ici, rho span égale à 2. Dernière ligne, combien de cellules? Troisième ligne, combien de cellules? Une seule cellule. Celle-ci, est-ce qu'il faut la compter? Il ne faut pas la compter parce qu'il s'agit de la cellule de la ligne précédente. Et donc, j'ai une seule cellule, mais il n'est pas normal. Il est étendu, col span égale à 2. Donc, si je reprends notre exemple ici, donc ici, je vais effacer tout ce qui est à l'intérieur ici. Et donc, j'ai combien de lignes TR? Trois fois. Donc, je vais copier ça trois fois. Au Z. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est l'arabe, oui. CTRL Z, c'est fermé en arabe. Super. Donc, alors, voilà, donc ici, mon TR. Donc, je vais revenir ici. Bon, TR. Et donc, on a trois lignes. Alors, la première ligne, j'ai combien de cellules? On a dit 1, 2, 3, 4. Donc, je crée TD et donc, je vais mettre juste A dedans. 4, voilà. Et la première cellule, donc on a dit, n'est pas normale. Elle est étalée sur deux colonnes. Et donc, la row span égale à 2. Deuxième ligne, j'ai combien de cellules? Une normale. Deuxième, elle est étendue sur deux lignes et sur deux lignes et sur deux colonnes. Et donc ici, alors la deuxième ligne, c'est ici. Les autres ici, donc ça et ça, c'est des cellules normales. Hein. Et donc ici, TD. Et donc là, je vais mettre un B. Et donc on a deux cellules. La cellule première, elle est normale. La deuxième, col span égale à 2. Et puis, row span égale à 2. Et la troisième ligne, donc voilà, la troisième ligne, une seule cellule, et elle est étendue sur deux colonnes. Et donc, une seule cellule, TD, et donc là, on va mettre un C, et là, étendu sur deux colonnes, c'est col span égale à 2. CTRL S, et donc on va aller visualiser notre document, et c'est, voilà, exactement la structure qu'on a voulu faire. Donc, tac, tac. Et bien sûr, alors ici aussi au niveau du tableau, donc on peut régler la largeur d'un tableau vide et on peut donner ça, lui dire 300. 300, c'est une dimension absolue en pixels, 300 pixels. Et donc ici, quand vous êtes, enfin, quand ça dépasse la largeur de l'écran, il faut scroller, ce qui n'est pas très bien la plupart du temps.
En général, on va donner une longueur relative. Et donc ici, par rapport aux parents, conteneurs, si mon tableau ici, il est à l'intérieur de body, même si je n'ai pas mis body, donc il est à l'intérieur de body, ici, vous voyez, à l'intérieur de body. Et c'est ça le parent. Et donc ici, là, je lui dis 100%. Et donc, vous voyez que mon tableau s'adapte de manière automatique à la largeur. On peut aussi lui dire, par exemple, je veux que cette colonne ici soit toujours égale à 30% ou à une valeur absolue si je veux. Donc, la première cellule de la première ligne, c'est ici, là. Et donc, je peux utiliser width égale. Et là, je lui dis 200 piles. Et donc, là, c'est 200 pixels. Et donc, et il reste figé. Et donc, on peut créer des formes qui peuvent très rapidement devenir complexes. Mais en réalité, donc, vous avez vu que derrière, c'est quelque chose de très simple. Donc voilà, alors, avez-vous des questions par rapport à ça?